Et pour l'émission Monde du Travail, nous avons invité l'activiste des droits de l'homme, le président de l'Horizon pour l'Humanité, Jean-Pierre Bolonga. Nous allons développer avec lui les questions d'actualité, les questions de l'heure, dominées notamment par l'actualité de la marche de la Mouka, révoltée pour se transformer au meeting le 9 octobre. Nous allons parler de la question, la problématique des rames qui a mené à ce moment le ministre de Pétentique Kibasa Maliba au Parlement. Nous allons parler de proposition de loi Noël Tchani, finalement rejetée. Nous allons parler de la grève, puisque l'émission Monde du Travail concerne les travail au niveau de l'administration et de toutes les administrations privées. Il y a un ultimatum qui a été donné par l'INAP le samedi, et si le gouvernement n'arrive pas à convoquer la commission paritaire gouvernement et banque syndicale, il y aura le déclenchement de la grève le vendredi, et cela va être sanctionné par la convocation de l'Assemblée générale à la place Golgotha dans le bâtiment, devant le bâtiment du ministère de la fonction publique. Nous allons parler également, voir la question de la CENI, échanger également sur la question de la CENI. Bonjour monsieur Jean-Pierre Bolonga, d'être venu répondre, merci d'être venu répondre à notre invitation. Et vous, ce n'est pas la première fois d'être ici. Vous êtes activiste des droits de l'homme. Toutes ces questions que je vais d'énumérer dans le sommaire vous concernent en tant qu'activiste des droits de l'homme, puisque vous avez dit une fois ici que vous documentez les faits et à la fin de compte, vous allez vous prononcer en tant qu'organisateur des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment l'Horizon pour l'Humanité, votre organisation de la défense des droits de l'homme? La structure se porte très bien. Nous sommes en train de nous installer sur toute l'étendue de la République. Dernièrement, on était en Bankana. Nous avions organisé une formation en droits de l'homme qui avait rassemblé plus de 30 défenseurs des droits de l'homme que nous avons formés. Bientôt là, on va organiser une cérémonie de remise de brevets et cartes. Et puis il y a des demandes, on nous a invités à Guadeloupe, il y a des demandes aussi dans le Congo central, il faut aller aussi à l'est du pays. On est là, on ne peut pas croiser les bras. Les droits de l'homme, c'est devenu une passion pour nous. Et on est là, nous sommes là pour promouvoir et défendre les droits de l'homme en tant que défenseur des droits de l'homme. Vraiment, la structure se porte bien et puis on est en train de travailler à arrache-pied. Voilà. Et je forme les téléspectateurs, nous sommes en direct. S'il y a des questions, puisque vous posez des questions, vous intervenez directement, mais s'il faut le faire, c'est mieux de le faire par la voie des SMS messages, comme ça pourra nous permettre de les lire sur ces plateaux. Je m'en vais à poser cette question. Vous avez suivi, vous comme nous autres, la marche de la Mouka. Il y a eu la première marche qui a échoué le 15. Il y a eu la deuxième convocation de cette marche qui devrait se dérouler aujourd'hui, le 29 septembre. Il y a eu la mobilisation du côté de la Mouka, et le gouverneur Jatini Roubila a jugé bon de donner certaines directives pour des raisons d'encadrement. Comment appréciez-vous ces points de part et d'autre côté, la Mouka et côté l'option prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa? Encore une fois, merci de la parole. Ici, il est question d'une liberté fondamentale. La liberté de manifestation est une liberté qui est reconnue par des instruments de protection des droits de l'homme, que ce soit au niveau international, raison pour laquelle elle est considérée comme une liberté fondamentale, parce que cette liberté est protégée par des instruments de protection des droits de l'homme au niveau international. Je fais allusion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à partir de son article 20. Il faut aller aussi interroger le Pacte international des droits de l'homme et des peuples, pourquoi pas la Charte africaine des droits de l'homme,
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis dans notre constitution, on a intégré cette liberté à partir de l'article 26 de la Constitution. Depuis que la Constitution de 2006 est entrée en vigueur en 2006, nous sommes dans un autre régime. Avant la promulgation de la Constitution de 2006, nous étions sous régime d'autorisation par le décret numéro 196 du 29 janvier 1999, qui c'était un décret-loi qui avait été décrété par le président Laurent Désiré Kabila, parce qu'on connaissait le contexte, il venait de la guerre, et à cette époque-là, les pays étaient sous agitation de guerre par-ci par-là. On ne peut pas permettre une manifestation sans qu'elle ne soit examinée et puis autorisée par les pouvoirs en place de l'époque. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Aujourd'hui, nous avons une constitution. Cette constitution consacre le principe d'information en rapport avec l'article 26 que je venais d'évoquer ici. Si vous voulez organiser votre marche pacifique aujourd'hui, cette liberté de manifestation a des volets, que ce soit en plein air, c'est-à-dire lorsqu'on organise un meeting dans un stade, ça peut être aussi si la voie publique, ce que nous appelons aujourd'hui marche pacifique, on informe seulement l'autorité administrative compétente. Si on est dans une ville telle que la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa, beaucoup parlent de la ville-province, mais Kinshasa n'a jamais été ville-province de Kinshasa. C'est une ville qui a statut de province. Ça dépend d'une personne à l'autre, parce que nous avons étudié le droit administratif et nous comprenons que Kinshasa n'est pas une province, mais Kinshasa est une ville qui a statut de province et elle n'est pas une ville province. Là, ça pose un problème aussi en rapport avec les concepts. Oui, alors, oui, Président. Mais vous avez dit qu'on est formé. La première manifestation du 15 n'a pas été autorisée et elle n'a pas eu lieu. Comment appréciez-vous, en tant qu'acteur des droits de l'homme, activiste des droits de l'homme? Je suis en train de citer. Je suis en train de citer en rapport avec cette question. Je voulais vous faire voir ici que la liberté de manifestation est une liberté qui est protégée par des enseignements de protection des droits de l'homme au niveau international. Cette liberté est aussi garantie dans notre constitution, raison pour laquelle elle est devenue une liberté publique qui est opposable à l'État congolais. Alors, à ce moment-là, aujourd'hui, nous ne sommes pas sous un régime d'autorisation. C'est là où il y a la confusion. La Constitution de 2006 a consacré le régime d'information à partir de son article 26. On informe seulement l'autorité administrative compétente. La Constitution ne dit pas qu'on doit attendre sa réponse, elle peut autoriser ou pas. Non. L'autorité compétente doit prendre des dispositions de pouvoir encadrer seulement la manifestation. C'est là où il y a un problème. Maintenant, aujourd'hui, chaque fois que le pouvoir, ceux qui sont proches du pouvoir en place, organisent des manifestations, que ce soit en plein air ou sur la voie publique. Dernièrement, nous avons vu le président Bosso de l'Assemblée nationale qui a tenu des meetings à Kaluka, et puis dernièrement, il était allé à Tchangou, il a fait un plein là-bas, il y a eu l'honorable Tchibalabala et les autres là. Quand ils manifestent, il n'y a pas de restriction. Maintenant, le problème se pose au niveau des acteurs de la société civile, de l'opposition aussi. Quand l'opposition projette une marche, alors le pouvoir en place commence à chercher des alibis pour dire que voilà, il y a le pays est dans un état de siège, on évoque beaucoup de raisons, alors que la Constitution ne permet pas qu'une autorité administrative qui a été informée dans ce sens-là puisse évoquer n'importe quelle raison. Elle a l'obligation constitutionnelle seulement de protéger la marche. Nous avions le décret-loi que je venais d'évoquer ici est déjà tombé caduc au regard de l'article 221 de la Constitution, qui dispose que toutes les dispositions antérieures qui
qui entre en contradiction avec la présente constitution tombécadique. Pour votre information, les pays, à part la constitution, nous n'avons pas de loi qui organise ce secteur-là aujourd'hui. Il n'y a pas de loi. Mais que dit l'article 215 de la constitution? Cet article dispose que les traités et accords internationaux qui ont été ratifiés par la République démocratique du Congo ont une autorité supérieure à nos lois. Et dans la hiérarchie des normes, nous avons la Constitution. Après la Constitution, nous avons des accords et traités internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo. Nous avons ratifié beaucoup d'instruments qui garantissent le respect de la liberté de manifestation aujourd'hui. Monsieur le gouverneur n'avait pas raison d'interdire la marche de la Mouka ou de donner des itinéraires. Ça, c'était une violation intentionnelle de la Constitution et c'était un requis de la démocratie parce que depuis que le président Félix est au pouvoir, il y a une tendance. On voit lorsque l'opposition organise une manifestation, il y a toujours des restrictions. On évoque toujours des raisons. Nous sommes en train de revivre ce qu'on a vécu à l'époque de Kimbuta ici. Avec Kanyama, il savait qu'on va, le point de départ, ça sera si à cet endroit, et c'est là qu'on organise les jeux de foot. Bon, là-bas, vous allez trouver les policiers qui sont en train. Qu'est-ce qui s'est passé? Du matin jusqu'au soir, on a joué à le foot. C'était un requis. C'était éruption. C'était un requis. Et sous la pluie. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de liberté de droit fondamentaux des personnes. Et lorsque une liberté, on porte atteinte à une liberté dans un état de droit, automatiquement, l'état de droit est déjà bafoué. Et puis, on ne peut pas nous parler de ces slogans d'état de droit aujourd'hui, aussi longtemps que les droits et les libertés des personnes ne sont pas respectés. Oui, président, vous êtes juriste, vous êtes avocat. Et si l'autorité de la ville de Kinshasa, le gouverneur, trouve que, bon, bien sûr, dans le cadre de la jurisprudence, trouve que les moyens à sa disposition ne vont pas permettre que la police ou la ville puisse faire l'encadrement de manifestants, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de procéder de cette manière-là comme il en a fait? Dans les travaux préparatoires, pendant qu'on était en train de dicter la Constitution, les constituants originels, ceux qui se sont trouvés là-bas, avaient vraiment, je vous assure, fait un débat roulé. Un débat roulé. On n'a pas laissé de place. Donc la compétence, elle est d'attribution. Comme il n'y a pas de loi, ni la loi fondamentale ici, ni la Constitution, ni aucun autre règlement qui donne des prérogatives au gouverneur de la ville de pouvoir changer ou de dire que voilà, je ne suis pas à mesure. On n'est pas à mesure comment? L'administration est dirigée par les 4 principes en rapport avec le droit administratif qu'on appelle les 4 lois de Laurent. Il y a le principe de continuité des services publics. La police, elle doit toujours être permanente. Elle est là pour garder les personnes et l'air bien. L'armée est là. Les services de sécurité sont là. Donc comment on peut parler d'une telle hypothèse alors qu'il n'y a pas de guerre ici à Kinshasa pour qu'on puisse parler d'une situation exceptionnelle? Non, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, le gouverneur n'a pas le droit de refuser d'encadrer une manifestation. Lorsqu'il arrive à prendre une décision, cette décision sera frappée d'illégalité et à ce moment-là, on peut recourir même à référer suspension ou annulation. On peut saisir le Conseil d'État pour que cette décision-là tombe et que la manifestation soit organisée, parce que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information. Voilà, président Jean-Pierre Boulonga, bon, je voudrais rappeler les téléspectateurs, vous êtes en train d'appeler, vous êtes nombreux, vous appelez, je vois vos appels, l'ennemi serait d'envoyer les SMS, les messages, et nous allons lire ces messages pendant cette émission. Président Jean-Pierre Boulonga, finalement la manifestation, la marche n'a pas eu lieu, et elle est renvoyée à la date du 9 octobre, et éventuellement, là, le 9, c'est sous format d'un meeting, et j'apprendrai également, je ne sais pas si vous êtes également informé, c'est ma question, il y aura une marche, allant dans le même sens, le 16 octobre, le 9 meeting,
les 16 marches de la Mouka. Et c'est le fruit d'harmonisation entre la Mouka et la ville de Kinshasa. Comment appréciez-vous, est-ce que comment on n'est pas très, les gens dialoguaient, c'est une manière de glisser comment vers le dialogue a fait que la Mouka intègre la structure immunosacrée. Nous avons suivi avec vous ces changements à la dernière minute, c'était hier la nuit. Parce que de l'autre côté, la première fois, le hôtel de ville, le gouverneur avait dit qu'il n'y avait pas, il y avait un problème de Covid-19. On en a changé, c'était un problème encore de quoi? Il y a eu encore un autre argument qui était poussé par le gouverneur. Cette fois-ci, on approche à la date du 29. La manifestation aurait à avoir lieu aujourd'hui. Effectivement, le gouverneur a donné encore un autre argument pour dire que voilà, Tchangou, c'est devenu une zone rouge. Là, on peut manifester ailleurs, sauf à Tchangou. Je ne sais pas, il a agi par quel pouvoir, parce que la compétence est état d'attribution. Voulait-il décréter un autre état de siège à Tchangou, alors qu'il y a toute une police qu'on appelle la police administrative, en droit administratif. En rapport avec l'article 192 de la Constitution, celui qui a le pouvoir réglementaire, c'est le Premier ministre. Le président de la République statue par voie d'exception. Il y a des matières spécifiques. Mais comment un gouverneur peut déclarer une zone rouge ou neutre où on ne peut pas pénétrer alors que nous sommes dans la même ville de Kinshasa ici, il n'y a pas de guerre à Tchangou, tout ça, ce sont des manœuvres. Alors, la manière que ce soit... Mais finalement, il a autorisé. La marche n'a pas eu lieu. Je n'aime pas. Le gouverneur a autorisé que cette marche, d'abord, dans deux grandes ouvertures. La marche se transforme au meeting et finalement, elle va se tenir également sous format de la marche le 16. Mais ce n'est pas une vertu, la bonne volonté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'aime pas entendre parler de cette histoire-là, il a autorisé, c'est comme si il a ce pouvoir-là. Non, la compétence elle est d'attribution. Bon, ici il y a harmonie, les deux parties se sont parlé hier, et la nuit on nous a donné le communiqué que nous avions suivi tous à la télé, disant qu'il y aurait un meeting à Tchangou à partir du 9, et après ce meeting-là, il y aurait encore une marche qui est projetée à partir du 16, tant mieux. Mais néanmoins, ce que nous condamnons, c'est quoi? Qu'on ne puisse pas nous habituer à de mauvaises pratiques qui tendent à reculer la théorie de l'état de droit. Nous sommes dans un régime d'information, on n'est pas dans un régime d'autorisation. Chaque fois qu'on informe le gouverneur qu'il prenne des dispositions pour sécuriser la marche, parce que la marche, elle est pacifique. On n'a pas besoin de chercher des alibis et des prétextes. Mais il a donné quand même une ouverture, le meeting et la marche. Attendons voir s'il va chercher encore, je ne sais pas s'il y a Covid seulement à Tchangou, s'il y aura encore d'autres échappatoires. Ce n'est pas à moi de parler de ça parce que nous sommes en train d'observer comme tout. Voilà, pour terminer cette question, parce qu'il y a une autre question, est-ce que ces rapprochements-là, cette harmonisation des points de vue, la Mouka et la ville de Kinshasa, puisque le gouverneur de la ville de Kinshasa est sous un régime, et est-ce que pensez-vous qu'il y a maintenant un rapprochement, puisque les gens continuent à le dire, que la Mouka cherche le dialogue auprès du pouvoir, afin que cette structure politique puisse s'intégrer, disons, je ne sais pas, dialoguer, puis se transformer à l'union sacrée ou créer un autre format qui va maintenant prendre tout le monde et aller dans la même direction pour l'organisation des élections. Est-ce que ce n'est pas une manière, ce rapprochement-là ne pourra finalement pas mener à ces rapprochements-là comme on dit, la Mouka cherche le dialogue? Bon, je suis en train d'intervenir en tant que défenseur des droits de l'homme. Nous avons des limites, là où on peut intervenir, là où on ne peut pas intervenir en rapport avec notre déontologie. Mais lorsqu'il est question de la politique, on est toujours dans les droits de l'homme. Nous ne sommes pas sortis des droits de l'homme parce qu'il y a des droits civils et politiques. Mais là, le problème, c'est quoi? On nous a appris à l'université que l'univers politique a des caractéristiques.
lesquelles il y a 6 caractéristiques. C'était un univers compétitif. On est en compétition. Tout le monde veut les jeux qu'on est en train de jouer. Et là, la politique était un jeu. Et les jeux, l'enjeu, c'est le pouvoir. Deuxième caractéristique, l'univers politique était un univers mythologique ou magique. Tout est permis. L'univers politique aussi est un univers scientifique où il y a des calculs. Je peux faire des calculs aujourd'hui, j'ai échoué, il faut parler des sondages pour qu'on écoute. Il y a aussi une autre caractéristique de l'univers politique qu'on appelle l'univers festif. Là, il y a des fêtes, il y a l'argent. J'aimerais citer. L'univers politique aussi est un univers aléatoire. Et à la fin de compte, c'est un univers combinatoire. C'est là où nous sommes. La politique est un jeu de combinaison. Les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Je ne suis pas de la Mouka, je suis défenseur des droits de l'homme. Nous ne sommes en politique. Si la Mouka trouve qu'il est de son intérêt de pouvoir dialoguer avec le pouvoir en place dans le sens de consolider la paix ou la démocratie à la démocratique du Congo et que ce dialogue-là ne va pas compromettre les lois du pays, ça c'est libre aux dirigeants de la Mouka. Mais moi je ne suis pas informé. Je sais que la Mouka est en train de revendiquer la dépolitisation de la CENI parce que tout le monde nous avons décrié ici que la CENI, il y a une caporalisation de la CENI à travers le pouvoir en place, alors que nous sommes en train de militer pour que nous ayons des élections qui sont libres, démocratiques et puis transparentes dans notre pays. En quelque sorte, la question de la CENI semble être oubliée actuellement. Les gens n'en parlent même pas. Je vous avais parlé. Jusque-là, il n'y a pas de consensus tant demandé jusqu'aujourd'hui. Vous avez parlé de la question de la CENI. Quand nous avons été avec vous ici, vous avez dit que les derniers mots au stade actuel appartiennent aux confessions religieuses. Les manœuvres que Dodo Kamba et les autres étaient en train de faire là, ils n'étaient pas dans la procédure. C'est que l'église catholique et l'église protestante ont bloqué la machine. Ils n'ont pas bloqué, ils sont dans le processus. Ils ont le droit aussi de dire non lorsqu'ils voient que certaines valeurs ne sont pas respectées et Dodo Kamba et son groupe ne respectent pas les règles d'hygiène parce qu'ils ont quel droit de pouvoir se promener en tout moment avec un candidat qui pose problème et c'est pour la troisième fois qu'ils sont allés, qui sont retournés au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous proposons à ce sujet? Comme ils se sont déjà bloqués, il n'y a pas eu consensus, il n'y a pas eu vote, la question revient maintenant à l'Assemblée nationale des étrangers. En cas où il n'y a pas consensus, qu'on retourne, qu'il y ait de bons offices, qu'il y ait un petit dialogue, si on peut l'appeler dialogue ou concertation, qui se retrouvent ensemble pour que le président qui sortira, qui va diriger la CENI, sorte des confessions religieuses pour ne pas violer la loi électorale. Et en cas où ça se bloque, nous avons un garant. Le président de la République, en vertu de l'article 69 de la Constitution, il est le garant de la nation. Il était intervenu quand les choses voulaient se bloquer avec Malonda ici. Qu'est-ce qu'il entend? Parce que je l'ai suivi. Il ne va pas s'engager puisqu'il s'est référé. Non, papa, mais pourquoi il est intervenu? Pour dire que le président a pris telle position, telle autre. Alors, en tant que église au milieu du village, il ne va pas s'engager dans cette histoire glissante. Non. Pourquoi je vous pose la question? Nous avons une jurisprudence. La même question qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'était dans le même format qu'on avait traité le dossier Malonda. Et pourquoi il était intervenu? Alors que le dossier Malonda, on l'avait même entériné, s'il vous plaît, sa candidature au niveau de l'Assemblée nationale par Mabunda. Mais le président a été intervenu parce qu'il a regardé, il a dit, comme on n'a pas trouvé consensus, qu'on déclare cette histoire-là, il faut renvoyer les dossiers. C'est la même chose. Il peut intervenir aujourd'hui. Qui peut intervenir pour sauver le meuble, sauver la situation. Parce que voilà les garants de la nation et tout le monde a le regard tourné vers lui, qu'il agisse vite, de peur que nous puissions aller au glissement. Voilà, Président, nous abordons la question des rames qui divisent. La question des rames qui amène et l'opposition et la majorité au pouvoir, la population dans son ensemble, et donc c'est coalise maintenant
pour militer contre ces phénomènes rames qui focalisent, qui devient actuellement la cible pour tout le monde. Le ministre des Pétnétiques, Kibasa Maliba, est maintenant, pendant que nous réalisons cette émission, il intervient, il est devant la plénière des députés nationaux pour répondre à cette question en termes de questions d'information à la représentation nationale. Comment appréciez-vous cette question, cette problématique? Vous, en tant que droit de l'homme, la population dit qu'elle est rançonnée. Que direz-vous en tant qu'activiste protecteur des droits de l'homme? Les phénomènes RAM nous étonnent. Et ce sont des violations très graves des droits de l'homme que nous sommes en train de vivre à la République démocratique du Congo. Et là, on peut aller plus loin jusqu'à dire que le Congo, notre pays, est un pays unique à son genre. La Constitution, elle est claire. Il y a le principe de la légalité des impôts. Avant de pouvoir parler de ça, que le ministre nous dise, il a des conseillers juridiques, quelle est la nature juridique des RAM? RAM est un impôt ou une taxe? Mais comment il est arrivé à ce niveau-là? Je n'ai pas encore terminé. Si c'est un impôt, l'impôt est légal. On ne peut pas collecter un impôt qui n'a pas de soubassement juridique. Chaque impôt a une loi qui le régit. La taxe aussi doit avoir un soubassement juridique. Nous disons que nous sommes dans un état de droit, et l'état de droit, c'est quoi? C'est la soumission de tous, que vous soyez gouvernant ou gouverné au droit. Alors, nous avons trois régies financières. Nous avons trois grandes régies financières aujourd'hui. La DGI est là pour collecter les impôts. La DGRAD est là pour collecter les taxes. La DGDA est là pour douane et axes. Mais quand on nous parle, on a essayé dernièrement ici de poser la question aux responsables de la DGDA qui s'occupe des taxes, parce qu'à un certain moment, on a failli nous faire croire que le phénomène RAM, Soxis et RAM faisaient partie des taxes qui sont reconnues à la République démocratique du Congo. On lui a posé la question de savoir, vous qui êtes l'autorité compétente. Là, c'est le ministre. Non, ce n'était pas le ministre, c'était le directeur général de la DGRAD. Il a répondu, il a dit, nous ne connaissons pas cette taxe. Les taxes, s'il vous plaît, sont collectées par la DGRAD. Moyennant un récit, s'entre dans le trésor public pour que l'État puisse avoir des moyens de fonctionnement. Mais quelle est cette taxe-là qui peut être collectée par le ministre avec ses services? Je vous assure que c'est un crime. Tous, nous sommes victimes de cette histoire-là des rames. Il y a même des mamans qui sont mortes à l'hôpital comme ça parce qu'elles étaient dans un état de coma dans les services d'urgence. On est allé acheter les unités pour qu'on appelle quelqu'un d'autre qui veut lui venir aussi. C'est la famille. Ramatou, ramasser, il n'y a pas eu d'intervention. Tout raflé. C'est pour vous dire que c'est une escroquerie. C'est là où l'IGF doit intervenir. Parce que ça relève de son domaine aussi. Mais comment l'IGF peut intervenir? Pourquoi l'IGF n'intervient pas? Que l'IGF intervienne, le peuple congolais est escroqué. Nous voulons avoir des éclaircissements de la part du monsieur ministre. Et puis on ne peut pas faire des blagues. Il faut aller jusqu'à une motion, si c'est... Tu nous donnes des explications claires. Parce que, comment? Tout à fait. Ça choque cette histoire-là des rames. Cette histoire des rames, nous qui militons dans le domaine des droits, nous n'avons pas encore trouvé de soubassement juridique de cette histoire-là. Si c'est une taxe, si c'est un impôt, mais qu'on nous brandisse l'acte juridique ou le soubassement juridique qui donne naissance à cette taxe-là ou à cet impôt-là. Sinon, c'est une escroquerie et l'IGF a l'obligation d'enquêter combien de millions de dollars qui entrent. Aujourd'hui, RAM, les services de RAM ou de RAM auraient encaissé combien des centaines de milliers de dollars. Mais c'est cette question-là également. Depuis que cette opération a commencé, a été lancée, on ne sait pas combien le ministère a encaissé.
le ministère dispose combien, et jusque-là, le ministre ne fait pas la restitution de ce qu'il a mis collecté. Et c'est ça également l'inquiétude de la population. C'est ça la mauvaise gouvernance. Toutes les taxes doivent être canalisées. Les recettes de l'État. Dans les finances publiques, il y a des entrées et des sorties. Et c'est dans le budget de 2021. Il y a une rubrique qui était réservée à cette taxe-là ou à cet impôt-là qu'on a appelé RAM. Point d'interrogation. Donc c'est une histoire comme les élus du peuple ont pris la chose en main. Attendons voir ce qui va arriver après. Au moment opportun, nous reviendrons ici pour commenter si cette... Voilà, rapidement, puisque la technique nous signale, nous sommes presque au bout de notre temps. Le projet Noël Tchani, la proposition de loi de Noël Tchani a été rejetée. Comment appréciez-vous? Est-ce que l'Assemblée nationale a rejeté ça, tenant compte de l'interview que le chef de l'État a accordé à notre confrère Maurice Mou aux États-Unis? C'est sous cette influence-là que l'Assemblée nationale a rejeté ça. Est-ce que cette proposition de loi mérite d'être prêtée? Comment appréciez-vous en tant qu'activiste des droits de l'homme, puisque c'est votre travail? Voilà pourquoi nous vous avons invité à venir répondre à nos questions. Comment appréciez-vous cette façon d'agir? La fois passée, je vous avais dit que la proposition de loi Tchani n'avait pas de soubassement juridique. Nous avons évoqué l'article 24 de cette proposition de loi qui disposait que pour que vous soyez président de la République, Premier ministre, chef d'état-major et autres, président du Parlement et du Sénat, il faut que vous soyez congolais de père et de mère. Et nous avons dit que ça va poser un problème sérieux. C'est comme si il avait ouvert une voie qui permettrait que tous les étrangers du monde entier deviennent présidents de la République dans notre pays. Parce que tout le monde qui acquiert la nationalité congolaise est devenu congolais. Parce que nous sommes dans le principe de l'exclusivité. Mais quelle est votre appréciation? Le fait de l'arrêter, puisque la technique... On le signale et puis nous sommes en train de citer. Donc, il aurait fallu qu'il ajoute le concept d'origine. Là, on pouvait quand même acclamer. 2. Il va jusqu'à instaurer le principe de l'irrévocabilité du principe de la nationalité congolaise. C'est quand vous arrivez dans lorsqu'un Congolais arrive dans notre pays et qu'il arrive à obtenir la nationalité de ces pays-là, il ne perd pas la nationalité congolaise. Là, ça demanderait qu'on puisse modifier la Constitution à partir de son article 10, parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive, on ne peut pas la détenir concurremment avec une autre nationalité. C'est ce qui a fait que, la fois passée, nous avons dit que cette proposition de loi n'a pas de soubassement juridique. Une loi ne peut pas modifier la Constitution. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale pour que cette loi soit rejetée et nous sommes dans la joie. Et ça a provoqué une certaine discrimination. Ça m'a défini la nationalité d'origine par filiation et ça a posé des problèmes. Ça pouvait embraser les pays. Raison pour laquelle nous disons coup de chapeau à l'Assemblée nationale. Nous, une langue politique, si le président a fait son discours et tout, ça ne m'engage pas. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Mon approche est toujours juridique. Et nous avons dit oui au rejet de la proposition de loi Tchani qui n'avait pas de soubassement juridique. Voilà, vous chutez par cette question, si la télé peut nous accorder même 2 minutes, vous chutez ça, puisque comme ça, moi, je clôture l'émission, j'arrête avec ce numéro. L'ultimatum donné par l'INAP, l'inter-syndicat des nationales de l'administration publique, menaçant le gouvernement, s'il n'arrive pas à convoquer la commission paritaire mixte, gouvernement et bas syndical, et les 60 syndicats réunis autour de l'INAP va déclencher la grève générale et illimitée, et qui sera sanctionnée bien sûr par la convocation d'une assemblée générale à la place Golgotha devant le bâtiment de la fonction publique en tant que droit de l'homme. 2 minutes, je clôture l'émission. La grève est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution, qui est reconnu par des instruments de protection des droits de l'homme au niveau international. Et ça peut nous amener, c'est une méthode de non-violence. On peut arriver à gérer un conflit. Le gouvernement doit savoir et respecter ses engagements. Il y a des engagements que le gouvernement avait pris au niveau, il y a eu des accords de Mbouti, on est allé à Bibois, par-ci, par-là. Et même la promesse de $200 en 2017, $200 mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Il y a
on nous fait voir qu'il y a une santé financière aujourd'hui, le gouvernement aurait encaissé plus de 3 milliards de dollars. 3,3 milliards de dollars. On a été nous brandir aujourd'hui que le gouvernement Sam a mobilisé des recettes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est pour battre campagne ou bien c'est pour payer les fonctionnaires de l'État? Lorsqu'on signe un protocole d'accord avec les organisations syndicales, il faut arriver à les réaliser. Donc, le gouvernement doit faire un effort. C'est une obligation constitutionnelle du gouvernement de pouvoir mettre en œuvre tous les engagements qu'il aura pris avec les organisations qui militent pour l'amélioration du social congolais, parce que les droits de grève, les salaires et les droits au travail, ces droits-là font partie des droits économiques, sociaux et culturels. Et lorsque quelqu'un n'est pas bien payé, quand on n'a pas un bon salaire, alors le salaire a un caractère alimentaire, le pays va se plonger dans un des chaos. Le discours qu'on ne voit pas de quoi là, qu'on ne voit pas d'effet citerrain avec de 3 milliards et tout ça, là, on aurait encaissé autant, mais qu'ils traduisent le discours en actes. Ce sont les droits de l'homme qui sont violés et nous sommes derrière les syndicalistes. Nous devons faire pression au gouvernement congolais pour qu'il puisse accomplir ses engagements. Voilà, c'est votre mot de la fête pour ces numéros, certainement. Il y a eu engagement que le gouvernement a pris de commencer à payer les huissiers $200 américains qui doit être soldé par palier. Jusque-là, depuis 2017, jusque-là, rien. Ils sont allés à Bibois et il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, gouvernement, banque syndicale, et cet accord jusqu'aujourd'hui patoche, aucune application. Et aujourd'hui, comme les syndicalistes ont levé l'option et ils demandent simplement la tenue, la convocation de cette commission paritaire. Si cela n'arrive pas à se faire, le vendredi, ce vendredi de la semaine en cours, il y aura l'Assemblée générale qui va sanctionner, entériner la grève et qui va paralyser, bien sûr, si le gouvernement n'est pas passé en compte, toute l'administration publique à travers la République capitale, y compris les provinces. Merci, Président Jean-Pierre Bolonga, d'être venu répondre à l'invitation de l'émission Monde du Travail qui passe à Canal Télévision. Et cette émission s'occupe de toutes les questions liées, bien sûr, au travail, au niveau de l'administration publique, au niveau de l'administration publique, privée, et tout ce que vous êtes en train de faire, comme vous êtes juriste, vous êtes président d'une organisation des droits de l'homme, et nous vous avons invité pour parler aux téléspectateurs de ce que vous êtes en train de faire concrètement dans la vie, dans votre vie, dans l'organisation Horizon pour l'humanité. Merci. Qu'est-ce que vous voulez encore ajouter? C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Ce soir ici, on a partagé avec nos téléspectateurs. Prochainement, nous sommes disposés comme d'habitude. Il y a d'autres questions qui n'étaient pas traitées, comme la question de Gisèle Mpela, qui a connu un traitement inhumain et dégradant. Et on ne peut pas s'imaginer que les services de sécurité puissent se mobiliser pour faire subir à une femme un traitement inhumain et dégradant en violation de la Constitution, en violation des instruments de protection des droits de l'homme au niveau international. Peut-être prochainement, on va parler de la question Gisèle. Ça n'est plus, on ne peut plus parler de la vie privée. Oui, toute personne a droit à la vie privée, même le président de la République. Mais lorsqu'il y a un fait public de fait, ça quitte l'ordre privé, ça trouble l'ordre public. À ce moment-là, tout le monde a le droit d'en parler. Merci bien. Comme nous avons dit, la fois prochaine, nous allons traiter la question de la commission paritaire dans le secteur de l'enseignement qui est en cours et la rentrée scolaire 2021-2022 qui est projetée le 4 octobre prochain. Merci téléspectateurs, à la prochaine.